vous éveillez en lieu inconnu. Les lumières artificielles au-dessus vous piquent les yeux. Où êtes-vous? Vous tentez de vous lever, réalisant que vous n'avez pas vos vêtements. Vous portez une tenue étrange et humiliante, destinée à se moquer de vous. Vous regardez autour de vous et ne pouvez pas vous empêcher de remarquer que l'environnement autour de vous semble étrangement artificiel. Vous êtes dans une forêt artificielle, des arbres en plastique, de la pelouse synthétique et des murs peints avec de faux feuillages au-delà des arbres. Qu'est-ce que ce lieu? Un autre éclair vous aveugle presque. Vous levez les yeux et voyez une grande vitre, et derrière, des étrangers qui vous dévisagent, prenant des photos de vous avec des appareils photos, murmurant entre eux à propos de votre étrangeté. Vous hurlez pour être aidé à sortir, mais ils rient simplement. Personne ne vous aidera. Vous êtes désormais la dernière attraction du zoo humain. Le terme zoo humain évoque à lui seul une image horrifiante de personnes confinées dans des cages ou des enclos exigus, à peine suffisants, traités comme des spectacles pour que les clients payants viennent les regarder derrière la vitre. Pourtant, bien que cela puisse sembler quelque chose qu'aucune personne morale ou éthique ne permettrait de se produire, il n'y a rien de fictif à propos des zoos humains. C'était un phénomène très réel, dont on ne parle pas souvent, étant donné la tâche sombre et impardonnable qu'ils ont laissée sur le registre de l'histoire humaine. Ce n'était pas une journée divertissante pour la famille, bien qu'à l'époque ces expositions déplorables étaient reconsidérées comme telles par les gens. En réalité, les zoos humains étaient une pratique démonstrable et déshumanisante née du colonialisme, du racisme, de l'auto-agrandissement religieux et simplement de la cruauté abjecte envers d'autres êtres humains. Nous allons examiner ce que étaient réellement les zoos humains, où ils ont commencé et ce qu'ils impliquaient, alors que nous essayons de déterminer ce qui leur est arrivé. Des zoos humains existent-ils toujours aujourd'hui? Le terme zoo humain, comme vous pouvez l'imaginer, fait référence à toute exposition exploitante et non éthique d'êtres humains qui sont exposés comme moyen de fournir du divertissement. Ne vous trompez pas, cela n'implique pas qu'un concert, un spectacle de talent, une soirée de stand-up ou toute autre forme de divertissement soit un zoo humain. Nous parlons spécifiquement des présentations publiques de personnes conçues pour faire regarder et rire leur public, tout en dénigrant intentionnellement les sujets du zoo humain. Il y a une longue histoire inconfortable à dévoiler sur les zoos humains. Ces attractions et expositions mettant en vedette des humains remontent au début des années 1800. Mais il existe des exemples de cette pratique qui remontent jusqu'au. Ces attractions et expositions mettant en vedette des humains remontent au début des années 1800. Mais il existe des exemples de cette pratique qui remontent jusqu'au hoc. Ines 58 elementen viron 66. Vous êtes sans doute déjà familier avec le concept de freak show, une pratique aussi courante qu'inétique dans l'histoire des cirques. Ces spectacles mettaient très souvent en scène des personnes visiblement handicapées, exposées au public payant pour être regardées, moquées, et dont les différences étaient finalement utilisées pour que les organisateurs profitent. Ces spectacles étaient similaires à des zoos humains, à plusieurs niveaux. Comme le suggère le nom, les zoos humains étaient des expositions de personnes dans un cadre semblable à un zoo. Cela n'implique pas forcément que les individus concernés sont enfermés dans des cages, comme on pourrait l'attendre dans un zoo classique. Plutôt, beaucoup de personnes exploitées par les zoos humains étaient enfermées de différentes manières, piégées financièrement ou socialement, certaines espérant obtenir des revenus pour nourrir leur famille en fournissant du divertissement. Et bien sûr, quelqu'un avec le genre de fibre morale et éthique pour diriger un zoo humain s'assurerait certainement que tous leurs animateurs soient non payés équitablement, nous en sommes sûrs. Des spectacles semblables à celui de Tavora, Belgique, en 1897, étaient pas fréquemment organisés par des responsables qui réunissaient des groupes de personnes sous-payées, voire non rémunérées, pour les présenter dans des expositions mondiales. Aux États-Unis, des groupes de Congolais étaient montrés au public, tandis que les Amérindiens étaient mal placés dans les mêmes positions dans des endroits comme Bruxelles. Ces personnes, des êtres humains, étaient gardées derrière des clôtures ou des barrières, souvent à moitié dévêtues ou recouvertes de peaux d'animaux et contraintes d'effectuer des activités dégradantes pendant que les conservateurs de ces zoos humains faisaient non payer le public pour avoir la chance de les voir, puis empochèrent les bénéfices pour eux-mêmes. Des estimations suggèrent que près de 1,5 milliard de personnes ont assisté à des spectacles variés, allant des petits freak shows de cirque aux grandes expositions organisées dans les foires ou les principales capitales mondiales. Et comme si exploiter des êtres humains de cette manière pour de l'argent n'était pas assez grave, la pratique des zoos humains a également contribué à perpétuer des croyances dans des théories archaïques relatives à la supériorité blanche et à maintenir des croyances racistes envers les personnes utilisées dans les zoos comme exposition. Aussi appelées expositions ethnologiques, le malheureux objectif de ces zoos humains, qui ont existé tout au long de l'histoire, était de présenter des personnes de différents pays et cultures à un public d'occidentaux.
Cela reposait sur une base de l'idée erronée et profondément xénophobe que la société occidentale et sa culture étaient bien supérieures à celles qui vivaient ailleurs dans le monde, qui étaient à tort et racialement considérées comme primitives ou sauvages d'une certaine manière, généralement juste utilisées comme une justification pour marginaliser et déshumaniser ces personnes. Le zoo humain servait à renforcer cette croyance en fournissant un spectacle public pour dénigrer et déshumaniser ceux qui vivaient en dehors du monde occidental. Donc, où a-t-on commencé ? Eh bien, retracer l'origine exacte des zoos humains est délicat, car l'utilisation des êtres humains comme objet de curiosité existe depuis aussi longtemps que le colonialisme lui-même. Commençons au Mexique, dans l'hémisphère occidental. Moctezuma, le 9e empereur de l'Empire aztèque, qui a régné de 1502 à 1520, aurait eu un zoo beaucoup plus semblable au type régulier, contenant des animaux sauvages comme des ours, des lions de montagne et divers oiseaux exotiques. Il est également possible que son zoo ait également présenté des humains, car certains écrits espagnols de l'époque mentionnaient l'implication humaine dans l'entretien du zoo de Moctezuma. Il y a cependant encore beaucoup de débats. Cette implication aurait pu simplement servir de nourriture pour tigres. Une fois la personne déjà décédée, bien évidemment. Il y a des rumeurs persistantes que le zoo de Moctezuma aurait montré des humains, notamment ceux atteints de nanisme, de dos voûté ou d'albinisme. Toutefois, il y a des récits historiques divergents sur le traitement réel de ces personnes. Un certain nombre d'écrivains coloniaux, européens qui ont voyagé vers les Amériques, ou le Nouveau Monde comme ils l'appelaient, ont dépeint ces personnes aux capacités différentes comme des possessions de Moctezuma. D'autres discussions autour du sujet suggèrent que ces personnes jouaient en réalité des rôles honorés à la cour de l'empereur aztèque, servant de confidents, d'espions et d'animateurs. Il reste à débattre si le zoo de Moctezuma contenait ou non une exposition humaine. Il est important de se rappeler que le récit du Nouveau Monde par les premiers écrivains coloniaux aurait probablement été filtré à travers leur propre prisme eurocentrique. En sautant en avant dans le temps, lorsque la culture mondiale a commencé à passer du Moyen-Âge à la modernité et que la Renaissance a apporté sans doute le premier cas documenté d'un zoo humain, comme nous l'avons précisé plus tôt dans cette vidéo, la maison des Médicis n'était pas réellement une maison physique, mais une riche famille de banquiers et une dynastie politique en Italie à l'époque de la Renaissance, finançant la plus grande banque de toute l'Europe, la Banque des Médicis. Qu'avait-il à voir avec tout cela ? Eh bien, ce sont les Médicis qui ont supervisé le développement d'une grande ménagerie au Vatican. Oui, ce Vatican. C'était un ensemble d'animaux exotiques, captifs qui étaient exposés, et le précurseur le plus proche du zoo moderne. Encore, comment cela est-il pertinent ? Eh bien, souvenez-vous que nous vous avons dit que la maison de Médicis avait une longue dynastie politique et beaucoup d'argent. Cela leur a apporté énormément de pouvoir, suffisamment pour obtenir à l'un des leurs, Hippolyte de Médicis, un poste de cardinal au Vatican. Au XVIe siècle, on disait que le cardinal de Médicis avait sa propre collection d'animaux exotiques, comme la ménagerie mentionnée précédemment, ainsi qu'une collection d'êtres humains. Selon les rapports, le cardinal avait une troupe de personnes de différentes races, inhumainement appelées ces barbares. Entre eux, les membres de ces troupes parlaient plus de 20 langues différentes et étaient principalement composés de personnes d'Afrique, de Turquie et d'Inde, ainsi que de Tartares, un groupe ethnique nomade principalement de l'ouest de la Russie centrale, et de Maures, membres de la population musulmane de ce qui est maintenant l'Espagne et le Portugal. En Europe, l'explorateur anglais William Dampier est présent. Ce corsaire, pirate et naturaliste a été l'un des premiers Anglais à explorer des parties de ce qui est maintenant l'Australie et la première personne à faire le tour du monde 3 fois. Mais l'exploration de Dampier n'a peut-être pas été si bien accueillie par les peuples indigènes des lieux où il a voyagé, car on dit aussi qu'il avait quelque chose comme un zoo humain à lui tout seul. Alors qu'il était à Mindanao, la 2e plus grande île des Philippines, il a acheté un homme natif de Miangas, une île éloignée d'Indonésie. Cet homme, dont le nom était Joly, a été décrit comme ayant été fortement tatoué. Historiquement, les corps tatoués ont souvent été des objets de spectacle, suscitant à la fois fascination et jugement excessif. De nombreux autochtones tatoués capturés par des explorateurs européens ont été ramenés par navire pour être utilisés comme curiosité. Joly était sans doute l'un des exemples les plus célèbres de cela. Il a été décrit par William Dampier comme ayant des tatouages traditionnels ou ayant été peint sur sa poitrine entre ses 2 épaules, sur son dos et ses cuisses, ainsi que portant plusieurs bracelets traditionnels autour de ses bras et de ses jambes. Il faut aussi noter qu'à cette époque, Dampier était particulièrement fauché. Lors de ses expéditions autour du monde, il avait l'intention de rassembler des épices et de l'or précieux, mais il était revenu les mains vides. Alors à la place, il a ramené Joly en Angleterre avec lui, avec l'intention d'utiliser l'homme comme une exposition. Le désignant incorrectement comme le prince Giolo ou le prince Pinte, Joly a été exposé à l'auberge de la tête de sanglier bleu sur Fleet Street à Londres en 1692.
Les publicités du site racontaient une histoire embellie de la vie de Jolie, décrivant, entre autres, les supposés pouvoirs de guérison, de protection des tatouages de l'homme. La peinture elle-même est si durable que rien ne peut la laver ou défigurer sa beauté. Elle est préparée à partir du jus d'une certaine herbe ou plante particulière à ce pays qu'ils estiment infaillible pour préserver les corps humains du poison mortel ou des blessures de toute créature venimeuse, quelle qu'elle soit. Malheureusement, malgré les affirmations romancées de William Dampier, conçues pour susciter l'intérêt pour son captif, les tatouages de Jolie n'avaient pas de propriété magique ou médicinale. Il a contracté la variole en 1693 et est mort, enterré dans une tombe sans marque. Dans une première instance de quelque chose comme cela dans l'histoire anglaise, bien qu'une partie de sa peau tatouée ait été enlevée et conservée, elle a finalement été utilisée comme une rareté anatomique au St. John's College, Oxford. L'histoire de Jolie est tragique. Un homme réduit en esclavage, arraché de force à son domicile et déplacé en Angleterre, pour être exposé publiquement pour le profit même après sa mort. Et comme si cela ne suffisait pas, Dampier avait également l'intention d'exploiter la mère de Jolie de la même manière. Tout cela pour gagner plus de profit, et il l'aurait fait si elle n'était pas morte en mer sur le chemin du retour vers l'Angleterre. Ensuite, plus d'un siècle après, T. Barnum apparaît. Ne vous fiez pas à l'interprétation de Hugh Jackman dans The Great Showman. Barnum était un entrepreneur sans pitié et cruel, bénéficiant de l'exploitation des individus exposés. La seule raison pour laquelle il est rappelé par l'histoire est que ces spectacles sont considérés comme les toutes premières expositions humaines modernes ouvertes au public. Tout ce qui précédait avait eu lieu à huis clos, dans les collections privées des très riches ou des explorateurs opportunistes avides. Maintenant, Barnum rendait ce type exact d'exploitation grand public. Parmi ces expositions humaines les plus notables, dans les années 1830, il y avait Joyce Heath, une femme afro-américaine qui était présentée dans les spectacles de Barnum sous la fausse affirmation qu'elle était la nourrice de 161 ans de George Washington. Une mamie était un terme sudiste désignant une femme noire qui gardait les enfants d'un propriétaire d'esclaves. Phineas Taylor Barnum a exposé les jumeaux siamois américano-thaïlandais, Chang et Ang Bunker, popularisant ainsi le terme jumeaux siamois. Dans les années 1850, 2 décennies plus tard, des enfants microcéphales du Salvador ont été exposés aux États-Unis et en Europe. La microcéphalie, une condition médicale qui se manifeste généralement à la naissance ou pendant les premières années de développement, empêche la tête de l'enfant de se développer correctement. Elle peut aussi affecter le développement cérébral, causant des problèmes moteurs, des troubles de parole, des traits faciaux distinctifs et même des crises d'épilepsie chez les personnes atteintes. Ces 2 enfants étaient désignés soit comme des enfants aztèques, soit comme des Lilliputiens aztèques. Cependant, ces exemples n'étaient que les précurseurs exploitant des véritables os humains qui allaient encore venir. Malheureusement, la pratique devient plus courante, adoptée davantage au milieu des années 1870. C'est à ce moment-là que la présentation de ce qui était appelé des populations exotiques est passée d'une simple exposition dans des spectacles de monstres cruels à des vitrines dans les grandes villes du monde entier. Partout en Europe, dans des villes telles que Paris, Londres, Milan et Hambourg, et même dans des villes américaines comme New York et Chicago, des os humains ont commencé à apparaître en grand nombre. L'un des premiers partisans de cette tendance était un homme nommé Karl Hagenbeck, un marchand allemand et négociant en animaux. Il a reçu une suggestion d'un artiste nommé Heinrich Lutemann pour organiser une exposition sur le peuple Sami, un groupe de la région de Sapmi qui englobe des parties de ce qui est aujourd'hui la Norvège, la Suède et la Finlande, ainsi que la péninsule de Kola en Russie. Cette région a longtemps été appelée Lapland en anglais, des termes qui sont toujours considérés comme offensants pour les Samis. Mais bien sûr, en raison des termes utilisés à l'époque, l'idée innovante de Ludemann pour Hagenbeck était d'organiser une exposition sur les Lapons. Hagenbeck, cependant, non content d'exploiter déjà les Samis qui seraient utilisés dans son exposition, avait l'intention d'aller au-delà pour ses clients payants. Il voulait vendre aux clients le sentiment d'avoir réellement voyagé dans la région des Samis et utiliser des animaux et des plantes de la région pour recréer l'environnement naturel des Samis. Il est assez sûr que rien de tout cela n'était en aucune façon précis ou authentique. Mais il est notable que c'est le tout premier zoo humain à aller à ses extrémités pour attirer un public. Après tout, l'exploitation humaine persiste depuis un certain temps. L'exposition de Hagenbeck avait besoin d'un argument de vente unique, un fondamental du marketing. Dommage que sa dernière entreprise dans laquelle il a mis tant d'efforts était des zoos humains, car il allait plus tard lancer sa propre exposition nubienne et inuite en 1876 et 1880 respectivement. Toutes les expositions que Hagenbeck a organisées ont rencontré un énorme succès auprès du public.
et le succès financier qui en a résulté signifiait que Hagenbeck pouvait remplir ses poches sur le dos des personnes qui l'exploitaient pour ses expositions. Il n'a pas seulement aidé la tendance croissante de l'époque à organiser des zoos humains à se poursuivre, mais Hagenbeck a effectivement encouragé activement leur aggravation. La barre de ce type de cruauté avait été relevée, et le public dans le monde occidental avait voté en faveur de la tendance avec leur portefeuille. Les zoos humains recevaient désormais une incitation financière pour devenir plus grands et plus élaborés afin de facturer plus cher. Ils ont commencé à s'appuyer fortement sur les stéréotypes raciaux visant les vraies personnes utilisées dans les expositions, promouvant les idées de supériorité occidentale et alimentant les sentiments impérialistes populaires de l'époque. L'idée que ce qui était exposé était les conditions de vie naturelles des peuples et des cultures qui étaient les cibles de la subjugation coloniale était faite en partie pour le profit et en partie pour justifier le récit que ces cultures avaient d'une certaine manière besoin de la subjugation par la règle coloniale. Karl Hagenbeck n'était pas le seul responsable des zoos humains et de leur perpétuation de la cruauté abjecte et des stéréotypes colonialistes nuisibles. Geoffroy de Saint-Hilaire était le directeur du Jardin d'acclimatation de Paris, un parc qui a accueilli 2 expositions ethnologiques en 1877. Tout comme 2 des expositions de Hagenbeck, celle-ci se concentrait sur la présentation des Nubiens, un groupe ethnique indigène de ce qui est maintenant le nord du Soudan et le sud de l'Égypte, et des Inuits, qui sont un groupe de peuples indigènes qui habitent traditionnellement les régions subarctiques de l'Amérique du Nord. Grâce à ces expositions, le public du jardin d'acclimatation a doublé pour atteindre environ 1 million de personnes en 1877 et entre cette date et 1912, près de 30 zoos humains similaires y ont été installés. Le succès de ces zoos humains basés à Paris a même conduit à leur incorporation dans l'Exposition universelle de Paris en 1878 et 1889. Avec environ 28 millions de visiteurs, la dernière exposition universelle de Paris, en 1889, a accueilli 400 personnes indigènes comme principale attraction, complétée par une imitation de leur village nataux, qui a reçu un nom que nous ne pouvons littéralement pas répéter sur YouTube. L'immensité des zoos humains s'étendait largement en Europe, l'Espagne s'y ralliant en 1886. Dans une exposition, ils ont présenté des natifs des Philippines en les désignant comme le peuple que l'Espagne avait, je cite, civilisé grâce à leur conquête et leur contrôle des Philippines depuis le XVIe siècle. D'une manière positive, le traitement du peuple philippin a aidé à la révolution philippine de 1896, où les nationalistes philippins se sont rebellés contre l'Espagne. Cependant, avant cela, l'activité de conduite de zoos humains en Espagne avait même été institutionnalisée par la reine consort d'Espagne, Maria Cristina d'Autriche. Un certain nombre de personnes indigènes zigorotes, l'un des groupes ethniques originaires des montagnes du nord de Luzon aux Philippines, ont été envoyés à Madrid et exposés dans des zoos humains. Les zoos humains n'étaient pas uniquement européens. À Chicago, lors de l'exposition colombienne du monde en 1893 et à Buffalo, New York, lors de l'exposition panaméricaine en 1901, l'exploitation des peuples d'autres pays a également été mise en avant. Le Royaume-Uni, désireux de ne pas être exclu de l'exploitation coloniale et des idées de suprématie, était également impliqué. Environ 80 personnes de Somalie ont été présentées dans un cadre soi-disant exotique lors de l'Africain de 1895, Expo au Crystal Palace. Même à l'arrivée du tournant du siècle, l'intérêt général pour les zoos humains ne semblait pas diminuer beaucoup. C'est vrai. Horriblement, certains de ces zoos fonctionnaient encore il y a seulement 100 ans. La France, en particulier, a continué à organiser des expositions coloniales à Marseille en 1906 et 1922 et à Paris en 1907 et 1931. Cela impliquait d'exposer des êtres humains dans de véritables cages et souvent dans divers états de déshabillage dégradant. C'était un schéma récurrent dans de nombreux zoos humains, en particulier les femmes qui étaient exposées et exploitées devenaient des cibles de cela, se voyant refuser le respect et la vie privée et étant objectivées tout en étant déshumanisées. Certaines ont même vu leur corps exposé ou disséqué après leur mort sans leur consentement. Les années 1900 ont également vu la continuation des zoos humains aux États-Unis grâce à Madison Grant, un mondain, anthropologue amateur et croyant en l'eugénisme, parce que bien sûr, il serait aussi un eugéniste. À l'époque, Grant était le chef de la Société zoologique de New York et en 1906, il a pensé que ce serait une bonne idée d'exposer un pygmée congolais nommé Ota Benga au zoo du Bronx, aux côtés des singes et d'autres animaux. Le directeur du zoo, un homme nommé William Hornaday, a enfermé Ota dans une cage avec des chimpanzés, ce qui est déjà extrêmement dangereux. Les chimpanzés, surtout ceux qui ont été élevés en captivité, peuvent sembler tout doux et amicaux, mais même les chimpanzés domestiqués peuvent devenir agressifs s'ils se sentent menacés. Et il existe des exemples tristement célèbres de chimpanzés attaquant violemment et défigurant des humains. Heureusement, malgré les circonstances horribles, Ota a survécu sans incident.
étant également exposés aux côtés de l'homme de 26 ans, un orang-outan et un perroquet. De manière révoltante, Ota était décrit comme un chaînon manquant de l'évolution qui jouait délibérément sur les croyances choquantes de l'époque, suggérant que les personnes d'Afrique comme Ota étaient évolutionnellement plus proches des singes que les Européens, et nous espérons que nous n'avons pas à souligner à quiconque combien ces idées étaient dégoûtantes de racisme, car c'était le genre de traitement qu'il recevait. Ota était l'objet de moqueries vigoureuses de la part des foules qui affluaient pour lui rendre visite. Malgré quelques protestations contre la manière dont il était traité, plus de 40 000 personnes par jour venaient le voir. Heureusement, certains reconnaissaient justement ce qui était infligé à Ota, et que ce qui était fait à d'autres victimes de zoos humains, comme lui, n'aurait pas dû être autorisé. La controverse a commencé à entourer la pratique, et bien qu'il y ait eu très peu d'objections audibles, un certain nombre de clercs noirs de la ville ont spécifiquement pris ombrage de la façon dont Ota était traité, étant obligé de rester dans une cage avec des singes pour le divertissement du public. Le révérend James H. Gordon, qui était le surintendant de l'orphelinat Howard à Brooklyn, a déclaré « Notre race, pensons-nous, est assez déprimée sans exposer l'un de nous avec les singes. Nous croyons mériter d'être reconnus comme des êtres humains doués d'âme. » Malgré leurs revendications, le maire de New York de l'époque, George B. McClellan Jr. a refusé de voir le révérend Gordon ou d'autres clercs. Ce geste a ravi William Hornady, qui pensait que les objections des membres du clergé constitueraient un passage des plus amusants dans l'histoire globale du zoo du Bronx. En tant que directeur, il était assez apathique quant à la manière dont Ota Benga était traité, refusant sans remords de faire quoi que ce soit à ce sujet, puisque leur intention était simplement de mettre en place une autre exposition ethnologique. Lui et son ami Madison Grant ont même publié un tract raciste dans lequel ils affirmaient leur conviction que la société ne devrait pas être dictée par ces membres du clergé noir qui demandaient que Ota soit traité comme un être humain. Même après que Hornady a finalement fermé l'exposition, lorsque Ota a été trouvé se promenant dans le zoo du Bronx, il était accompagné de moqueries et de cris de la part des gens. L'opposition et l'objection aux zoos humains étaient loin de devenir un sentiment largement partagé, d'autant plus que beaucoup continuaient à fonctionner. En 1904, l'exposition universelle de Saint-Louis a vu plus de 1100 Philippins être exposés. Les États-Unis venaient d'acquérir beaucoup de nouveaux territoires à la suite de la guerre hispano-américaine. Et cela incluait les Philippines, ainsi que Guam et Porto Rico. Le gouverneur civil des Philippines, nommé par les États-Unis, William H. Taft, a été celui qui a permis l'exposition de 1904 des Philippins, qui a eu lieu en association avec les Jeux olympiques d'été de la même année, afin de montrer la nouvelle colonie brillante de l'Amérique. Ces Philippins ont été forcés dans des villages factices, qui ont été incorrectement appelés des villages Igorots. Les Igoros sont une tribu des montagnes de la Sierra Madre du Sud et des montagnes Caraballo sur le côté est de Luzon. Bien qu'ils soient originaires des Philippines, il y avait en réalité une variété de différentes tribus et groupes ethniques de Philippins présentés dans cette exposition, y compris les tribus Moro et Visayan aux côtés des Igorots. Pourtant, les visiteurs de la foire ne se souciaient pas de faire la différence, ou n'avaient pas été éduqués pour penser autrement, et regroupaient simplement tous les Philippins avec la seule tribu dont ils avaient connaissance. Cette exposition elle-même était destinée à être une démonstration de la puissance et de l'expansion des États-Unis en gardant des groupes de Philippins dans un zoo afin de montrer leurs nouveaux territoires acquis. Mais pour y parvenir, elle dépeignait les Philippins comme racialement inférieurs et incapables d'autodétermination nationale. Ces personnes étaient forcées de pratiquer leurs propres coutumes tribales sous les yeux des visiteurs de la foire qui étaient inconnus des Américains, et donc dépeintes comme sauvages grâce à la façon dont ces Philippins étaient représentés par ce zoo humain et d'autres similaires. Ces personnes étaient d'abord traitées comme la preuve physique de la puissance des États-Unis et comme des êtres humains en second lieu. On ne leur fournissait que des rations minimales de riz, de biscuits de mer ou de craquelins denses faits de farine, d'eau et de sel et quelques conserves lorsqu'ils ont été transportés pour la première fois à Saint-Louis. Beaucoup étaient également malades à leur arrivée, puis ont été contraints de vivre dans des logements temporaires pendant que le faux village était construit pour qu'ils puissent y habiter lorsqu'ils sont devenus une partie du zoo. Comme si cela ne suffisait pas, l'exposition de la Foire mondiale de Saint-Louis en 1904 a également inspiré un zoo humain imitateur. Un officier militaire des États-Unis, Truman Hunt, a cherché à créer sa propre exposition d'Igorots chasseurs de têtes à Brooklyn. Cependant, il y a eu rapidement de nombreux rapports indiquant que les artistes philippins étaient contraints de vivre dans des conditions de vie hautement discutables. Le gouvernement fédéral a finalement intervenu et fermé l'exposition de Hunt, le trouvant coupable de vol de salaire. Cependant, il y avait aussi beaucoup de zoos humains en Europe. L'exposition nationale écossaise de 1908 a été inaugurée par le petit-fils de la reine, Victoria, Prince Arthur de Connacht. Ici, l'une des attractions était censée être un village sénégalais, le Sénégal étant un pays sur la côte atlantique de l'Afrique.
Ici, les résidents sénégalais, qui parlaient couramment le français, étaient amenés à montrer leur mode de vie, tout en vivant dans des huttes conçues pour abriter des abeilles, pas des humains. L'année suivante, la même infrastructure derrière l'exposition nationale écossaise a été utilisée pour construire les jardins marins, un nouveau complexe de divertissement à Portobello, sur la côte est d'Édimbourg. Ici, un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants de Somalie ont été expédiés en Écosse pour faire partie d'une autre exposition similaire, où ils devaient vivre dans des huttes à toit de chaume. Plus au sud à Manchester, vers 1925, le zoo de Bellevue avait une exposition simplement intitulée Cannibales. Dans un acte alarmant et inadmissible de stéréotypage racial, il présente des personnes africaines noires, en tenue traditionnelle, les dépeignant de nombreuses manières offensantes, peu charitables et déshumanisantes que vous pourriez attendre. Et à Paris, la tendance était loin de s'éteindre également. Environ une centaine de personnes, Kanaks, indigènes de Nouvelle-Calédonie, qui étaient devenus un territoire d'outre-mer de la France, ont été exposées en 1931, une fois de plus, au jardin d'acclimatation. À ce stade, le monde occidental exploitait depuis des décennies, voire des siècles, des personnes de différents pays et cultures dans des zoos humains. Lorsque les années 1930 sont arrivées, des expositions comme celle-ci commençaient heureusement à disparaître, et certains pays ont même cessé les expositions ethnologiques, dont l'Allemagne. Malheureusement, cela n'a pas vraiment amélioré la situation des personnes exploitées par les zoos humains. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, nous avons mentionné les années 1930, une période où il se passait autre chose en Allemagne. De nombreuses personnes enlevées de leur pays natal et contraintes à participer à ces expositions humiliantes se sont retrouvées piégées là où elles ont été amenées. Certains ont réussi à se construire une vie après avoir cessé de travailler dans les zoos et ont même fondé des familles, et ceux qui avaient été amenés en Allemagne n'avaient en presque pas d'autre choix que de s'y installer. Malgré le fait qu'ils avaient peu ou pas de droits, ils ne pouvaient pas participer à la même vie que les citoyens allemands typiques. Alors que la situation s'aggravait et que le parti nazi montait en puissance, ces anciennes victimes des zoos humains ont subi une discrimination intense. Souvent, la seule raison pour laquelle ces individus n'étaient pas envoyés dans les camps de concentration nazis était que Hitler, obsédé par la pureté, ne voyait pas ces acteurs étrangers comme une menace réelle. Ils étaient même interdits de soutenir les nazis, les adultes de toute autre origine que l'allemande étant rejetés de l'armée, et même les enfants de parents étrangers étant exclus de la jeunesse hitlérienne. Cela signifiait que nombre de ces individus étaient contraints de travailler dans des usines de munitions pour l'effort de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, ou pire, certains étaient envoyés dans des camps de travail à l'étranger. Même post-guerre, le monde n'avait pas totalement surmonté son obsession pour les zoos humains. Il y en avait beaucoup moins, et heureusement, ils n'étaient pas aussi à la mode qu'ils l'avaient été en Europe, un siècle auparavant, dans les années 1850, mais il y en avait encore certains qui n'avaient pas tout à fait compris à quel point cette pratique était vile et raciste. En 1940, l'exposition mondiale portugaise a présenté des membres d'une tribu indigène des îles Basagos. Près de 2 décennies plus tard, l'exposition universelle de Bruxelles persistait, exposant un village congolais au public. C'était en 1958, pas si loin d'aujourd'hui, dans une grande perspective. Ce zoo humain était aussi énorme. L'exposition accueillait environ 600 Congolais, soit un total de 103 familles, composées d'hommes, de femmes et d'enfants. Un bébé d'une de ces familles, nommé Justa Bonaventure Langa, est décédé pendant l'exposition. Il n'avait que 8 mois. De nos jours, on pourrait penser que l'horreur de cette pratique serait plus largement reconnue. Néanmoins, même lors des 20 dernières années, des individus ont tenté d'organiser des expositions similaires à des zoos humains. Le zoo d'Augsbourg en Allemagne a accueilli un village africain en 2005. Les organisateurs de cet événement l'ont défendu comme étant une vitrine des performances culturelles et de l'artisanat africain, et n'était en aucun cas raciste, puisqu'il n'impliquait pas d'exposer les Africains de manière dégradante, comme cela avait été fait dans les zoos humains du passé. Néanmoins, l'événement a reçu de nombreuses réactions négatives. Le souci était que montrer la culture africaine dans un zoo favorisait la stéréotypie, pouvant inciter à la discrimination raciale. Même à ce jour, de nombreux peuples indigènes qui choisissent de vivre en isolement sont confrontés aux mêmes problèmes omniprésents que les zoos humains ont créés. Le tourisme a conduit à ce que de nombreux peuples indigènes voient leur mode de vie intrusif, en particulier ceux qui sont connus comme des peuples non contactés, ou des groupes indigènes qui survivent en isolement volontaire et ne maintiennent pas de contact avec le monde extérieur. Pourtant, des groupes comme les Sentineliens, indigènes de l'île North Sentinel dans le golfe du Bengale, sont menacés par l'interférence du monde qui les classe comme un groupe vulnérable, même s'ils préféreraient vivre sans que des caméras ne se mêlent de leur vie, de leurs affaires. Maintenant, regardez comment cette dernière tribu intacte est extrêmement violente, l'île North Sentinel, ou regardez plutôt cette vidéo.